Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis de retour pour parler MotoGP. La saison est terminée. C'est donc l'heure du bilan final. Nous allons parler constructeur, pilote, Japon. Aujourd'hui, le Japon, ça a été difficile. Le bilan final est plutôt négatif concernant les constructeurs japonais, même si on a pu tirer un peu de positif au fur et à mesure de l'avancée de cette saison 2024, notamment grâce aux pilotes français chez Honda et chez Yamaha. Nous allons parler de tout ça, revoir un petit peu, que ce soit en chiffres ou alors juste avec des explications, ce qui s'est passé tout au long de cette saison 2024 pour se donner une petite idée de 2025. Donc c'est parti, commençons par Honda qui ont fini dernier aux constructeurs, aux écuries, aux pilotes. Dernier, c'est ce qu'on peut retenir du bilan de Honda en 2024. Catastrophique, c'est comme ça que l'on peut décrire le début de saison de chez Honda. Forcément, c'est du mouvement dans tous les sens, tout est bousculé, c'est la fin de l'ère. Marc Marquez, l'octuple champion du monde espagnol, s'en va pour Ducati. Nous avons de nouveaux pilotes Ducati qui arrivent, Johann Zarco et Luca Marini. Donc voilà, faut tout refaire et là Honda arrive en 2024 avec un tout nouveau concept, une nouvelle MotoGP, tout est neuf, tout est nouveau. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne dès les tests de début de saison, que ce soit Marini, Zarco, eux-mêmes qui découvrent la Honda, le voient, la moto est garée. En termes de performance, elle est nulle part. Donc, le début de saison s'annonce très mal et ce n'est pas pendant les premières courses que Honda va contredire tout ça. Forcément, ça se passe mal nulle part. Rappelez-vous du début de saison de Luca Marini. C'est des moqueries sur les réseaux sociaux. C'est un pilote qui arrive à des secondes et des secondes de l'avant-dernier. Donc non, le début de saison est vraiment très mauvais. Il va falloir attendre la mi-saison pour avoir de plus en plus d'upgrades et surtout la grosse upgrade concernant l'aéro. Les upgrades sont arrivés au fur et à mesure de la saison, mais notamment vers la mi-saison où, contre toute attente, Honda n'a pas ramené un tout nouveau concept, une toute nouvelle moto. Non, ils se sont basés sur ce qu'ils avaient déjà et ils ont essayé d'améliorer quelques points, quelques retouches sur l'électronique, quelques retouches côté moteur, mais on a eu plus d'upgrades côté châssis et encore plus avec un tout nouveau concept aérodynamique sur la moto afin de performer au mieux et de suivre en fait toute la conception de base moteur châssis avec un aéro qui va permettre d'exploiter tout ça un petit peu mieux et ça a vraiment bien marché pour le coup. Alors oui, il faut revoir les fondements de la moto, la base de la RC213V de 2024, mais cet upgrade au niveau de l'aérodynamique, que ce soit à l'avant, sur les side pods, les carénages latéraux ou alors jusqu'à la boucle arrière, tout a été revu et tout a été fait pour être en osmose finalement avec la totalité de la moto. Et on a vu, ça a plutôt bien fonctionné. Alors quels ont été les apports de ces différentes modifications? Eh bien premièrement, de la stabilité et surtout de la facilité car les pilotes Honda ne pouvaient pas comprendre réellement cette moto, ne pouvaient pas être réguliers car avec certaines petites différences à l'extérieur, qu'on parle de la température de la piste, de la température extérieure, du vent ou quoi que ce soit, chaque petit élément extérieur qui venait se modifiait totalement le comportement de la moto. Impossible donc d'être régulier, impossible d'extraire de la performance ou de tenter un quelconque réglage car la moto ne se comportait jamais de la même manière. Donc là, on vient apporter de la stabilité générale, notamment dans les entrées de virage, une moto plus stable et plus saine. On apporte aussi de la vitesse de passage en courbe en travaillant l'aérodynamique et l'effet de sol quand la moto est sur l'angle. Et voilà, donc en travaillant la stabilité et la régularité, on vient permettre à cette Honda de performer un petit peu plus et permettre aux pilotes de repousser un petit peu plus les limites qui étaient vraiment très basses en début de saison avec cette moto. Malgré tout, avec toutes ces améliorations, un problème subsiste et a tenu Honda du début jusqu'à la fin de la saison, c'est le manque de grip générale, l'impossibilité pour les pilotes en sortie de virage de remettre la poignée dans l'angle. Alors, ils pouvaient remettre la poignée dans l'angle, il n'y avait pas de souci, mais rien ne passait. Soit l'électronique était réglée trop haut et du coup bridait totalement la moto et la moto ne sortait pas du virage, soit l'électronique était réglée trop bas et la moto patinait énormément et donc toujours pas de sortie de virage possible. Donc que vous soyez sur l'angle ou la moto bien droite comme il le faut, impossible de remettre les gaz en grand. Et donc forcément, si on perd du temps à chaque sortie de virage, qui est un point essentiel pour réussir un bon tour chrono et pour être capable de suivre les autres pilotes en course, eh bien forcément, vous êtes nulle part, vous êtes tout au fond
de la grille. Donc ça aura été le plus gros problème pour Honda, Yamaha et même Aprilia tout au long de cette saison, cette incapacité à avoir du grip sur le pneu arrière et du coup d'aller chercher les autres pilotes. Enfin voilà, c'est tout un cercle vicieux qui se continue comme ça à cause de ce genre de gros problème. Là pour le coup c'est un très gros problème parce que ça a vraiment tenu Honda et ils perdaient énormément de temps sur ce point-là. Donc concernant la moto, voilà tout. Les upgrades ont tenu jusqu'à la fin de la saison. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc pour 2025, je ne pense pas qu'on soit sur un nouveau concept chez Honda, mais sur, encore une fois, des évolutions et des améliorations de ce concept 2024 qui part de très très loin. Si nous voulons donner quelques chiffres sur cette saison de Honda en général, c'est pas compliqué concernant les pilotes. 17e, 19e, 21e et 22e pour les pilotes Honda. LCR aux écuries, c'est avant-dernier. Et Honda Repsol, c'est dernière écurie au championnat du monde écurie. Et en constructeur, Honda finit bon dernier avec une petite dizaine de points, 70 points à peu près, ce qui est 10 fois moins que Ducati. Voilà, les statistiques sont affolantes. Du côté des pilotes, je n'ai pas grand chose à dire car la saison a été difficile. Comme je l'ai dit auparavant, Luca Marini, un début de saison, franchement, je ne vais pas dire honteux, mais difficile. Difficile à regarder, difficile à vivre, difficile à comprendre tellement il était loin. Après, c'est revenu petit à petit, il a compris la moto, beaucoup de temps pour s'adapter. Il a appris un peu de vitesse, d'assurance sur cette moto et de régularité au fur et à mesure du temps. Mais la vitesse, même en fin de saison, n'était vraiment pas là, comparé à son coéquipier Juan Mir qui, lui, pour le coup, a beaucoup chuté. Malheureusement, c'était à chaque fois pendant les courses. Il y a eu de la malchance. On pense par exemple au Japon, mais il y a aussi des moments où Juan Mir doit finir dans les points, comme par exemple à Catalunya, dernière course de la saison. Juan Mir avait du rythme, plus que Johan Zarco sur le dimanche. Et encore une fois, on part à la faute pour le pilote espagnol. Donc dans ce cas-là, Juan Mir est fautif aussi. Les deux pilotes chez Repsol ont eu des problèmes totalement différents. Juan Mir en régularité pour la course, Marini un manque de rythme global tout simplement. Chez LCR, on a deux pilotes qui s'en sont bien mieux sortis. Ils finissent devant les deux pilotes officiels. Nakagami, pour sa dernière saison en MotoGP, se débrouille plutôt bien. On n'a pas vu de belles choses, ça serait beaucoup de dire ça. On a vu de la régularité dans le top 15. On a vu plusieurs fois le pilote japonais se battre pour les points. Alors en course sprint ou pour la Q2, pas encore. Il n'y avait pas le niveau, il n'y avait pas la vitesse nécessaire. Mais Nakagami a été plutôt régulier, a fait un bon coéquipier pour Johan Zarco, un petit peu en retrait, mais on a mis des points du côté du japonais quand même. Donc voilà, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je ne sais pas, ça n'a jamais été un top pilote. Est-ce qu'on en attendait plus de lui? Non. Donc pour le coup, il a bien rempli son rôle, je trouve. Même si c'est vrai que c'est une saison qui se termine en 19e position pour Nakagami. Du côté de Johan Zarco, c'est simplement exceptionnel. Je vous donne 2-3 chiffres comme ça pour le pilote français. 5 Q2 pour Johan Zarco, c'est le seul pilote Honda à avoir été en Q2 en 2024. Côté points, on est sur une seule fois dans les points en course sprint à Mandalika. Donc voilà, une seule fois une Honda dans les points en course sprint, c'est Johan Zarco pendant cette fin de tournée asiatique. Et nous avons 2 top 10 en course principale, je crois bien, pour Johan Zarco. Donc ouais, on a de bons résultats, on a de bonnes choses. C'est le seul pilote, de toute manière, à avoir été en Q2, à avoir été dans les points en course sprint, à avoir été dans le top 10 en course principale avec une Honda. Donc une grosse saison de développement, de retour, de points, de performance. Énorme saison de la part de Johan Zarco qui a su mettre en avant Honda alors que pour le coup, ça n'allait pas du tout. Donc voilà, un grand pilote, un grand Johan Zarco capable de changer de défi totalement. On parlait de la meilleure moto la saison dernière. On parlait de jouer le titre pour son coéquipier, champion du monde écurie. Et là, cette saison, on est quasiment dernier pour les écuries. On ne joue absolument pas le titre. On a la pire moto du plateau. Mais malgré tout, regardez les BRK, les résumés que j'ai faits de cette saison. À chaque fois, Johan Zarco, c'est du point positif qui en ressort, du développement, de la performance, de bons retours. Honnêtement, il a su extraire le maximum de cette RCD 113V 2024 et un grand bravo pour cette régularité tout au long de cette saison avec une moto bien plus que difficile. Donc j'ai envie de dire bravo Johan Zarco, bravo Honda d'avoir ramené quelques upgrades quand même pour ne pas être à 30 secondes du avant-dernier à chaque fin de course. Donc ça fait plaisir. Espérons que l'année prochaine, on ait un peu plus de la part de Honda, de gros upgrades, de belles évolutions qui font qu'ils vont pouvoir revenir dans le midfield. Mais là, c'est vrai que ce sont les bons derniers et de loin, mis à part Johan Zarco qui a su notamment sur cette fin de saison
rouler et performer avec ces nouvelles upgrades. Donc voilà, un grand bravo à Johann Zarco, un grand bravo à Honda. On espère du plus, du positif avec un rookie l'année prochaine, ceci, cela. Donc voilà, et on espère une prolongation de contrat pour Johann Zarco dans le team officiel. Pourquoi pas dans les années à venir. Passons à Yamaha. Côté Yamaha, ce n'est pas du tout la même philosophie qui dicte le début de saison 2024. Au contraire, on ne va pas réessayer un nouveau concept, on ne va pas tout changer sur la moto. On va partir d'une base MotoGP 2023, d'une moto qui ne fonctionnait déjà pas vraiment, qui était sur une pente descendante, négative en termes de performance. Et on va essayer d'apporter quelques améliorations sur tous les points, l'aérodynamique, le châssis, le moteur, l'électronique. On va essayer de bidouiller un petit peu tout ça avec peu de changements pour essayer de remettre la moto performante, si je puis dire. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Comme vous l'avez vu, début de saison immonde vraiment de la part de Yamaha. On a juste eu un Fabio Quartararo qui a réussi à faire quelques coups d'éclat par-ci par-là quand les conditions étaient parfaitement réunies, un peu de chance et surtout tout le talent du pilote français qui a pu exploiter tout ça qui était réuni à certains petits moments du début de saison. Un grand Fabio Quartararo sur une mauvaise moto et donc qui avait besoin de certaines conditions très spécifiques pour pouvoir faire une espèce de bon résultat, un semblant de bon résultat. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a été très surpris de Fabio Quartararo ou d'Alex Rins en ce début de saison à cause de plein de facteurs, certes, pas forcément des pilotes. Mais bref, Yamaha, ça commence très très mal et assez tôt dans la saison, on va avoir quand même quelques évolutions sur la moto. Premièrement, au niveau de l'aérodynamique, que ce soit la bulle avant, les carénages latéraux, le concept à l'arrière, on le voit, hein, par exemple la moustache à l'avant qui passe en 3 lames, la bulle avant qui va aussi changer assez régulièrement lors de cette saison 2024. Donc on essaie de faire évoluer la moto un petit peu et on essaie aussi de faire évoluer le moteur car vous le savez, ces dernières années, beaucoup de critiques du côté de Yamaha, manque de puissance, manque de couple, manque de vitesse maximum. Tout ça à cause du moteur, pas assez de moteur, pas assez de performance et donc on est en retard sur les autres. Yamaha a mis le paquet des évolutions, beaucoup d'évolutions côté moteur. On arrive même à une vitesse maximum similaire à celle des KTM ou des Ducati. On arrive à faire de belles sorties de virage, on a beaucoup de puissance, mais, il y a un grand mais, la moto devient impossible, très difficile à piloter sur notamment de longs relais. Car oui, beaucoup de puissance, beaucoup de couple, beaucoup de tout ce que vous voulez, mais la moto devenait impossible à faire tourner, l'inscrire en virage devenait compliqué, manque de stabilité, manque de précision, et alors quand on était dans les virages, pour la faire changer d'angle, en termes de maniabilité, c'était une catastrophe, les pilotes ne s'y retrouvaient pas, et sur des courses de 40 minutes, 20 fois par saison, eh bien ça devient compliqué de piloter cette moto. Heureusement pour tout le monde, Misano, juste après la mi-saison, Yamaha arrive avec un nouveau châssis, beaucoup d'upgrades côté châssis, beaucoup de retours ont été faits en arrière de la part de Quartararo et de Rins côté moteur pour retrouver un peu de maniabilité au détriment de la puissance et du couple offert par les évolutions de chez Yamaha. Donc voilà, on améliore le châssis, on fait des petits retours en arrière sur le moteur pour améliorer la maniabilité générale de la M1. Et puis la moto est un petit peu mieux et ça s'est retrouvé sur les résultats de fin de saison car la fin de saison de Yamaha est plutôt bonne au vu du début de saison. On commençait vraiment à avoir de la régularité dans les résultats, de la régularité en termes de vitesse du côté de Fabio Quartararo et on a eu aussi de belles choses de la part des deux pilotes. Donc après ce début de saison très difficile, ces quelques upgrades qui n'ont pas trop fonctionné en début de saison, puis deux belles upgrades qui sont arrivées en mi-saison pour justement faire une belle fin de saison avec un très bon Fabio Quartararo. Tout ça, ça mène à une 4e place au championnat des constructeurs avec 124 points, une 8e place juste devant Trackhouse Racing, donc ce n'est vraiment pas exceptionnel du côté de chez Yamaha. Et surtout, on a un Rins 18e avec 31 points et un Fabio 13e avec 113 points à la fin de cette saison MotoGP 2024. Du côté des pilotes, Alex Rins, comme vous le savez, depuis la fin de son passage chez Suzuki, c'est compliqué. La régularité n'est pas forcément là, mais c'est surtout dû à un problème physique, des blessures et encore des blessures chez Alex Rins. Voilà, depuis son arrivée chez Honda, il y a eu cette victoire exceptionnelle à Austin. Et après ça, malheureusement, c'est une espèce de descente aux enfers qui revient.
Moult fois, nous avons retrouvé Alex Rins à l'hôpital cette saison encore en 2024. Et donc forcément, du temps passé à l'hôpital, c'est du temps de roulage en moins sur la moto et de la performance en moins à chaque Grand Prix. Donc une saison difficile du côté d'Alex Rins, pas grand chose à retenir en termes de statistiques, en termes de résultats. Voilà, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de gros top 10, il n'y a pas de top 5 ou quoi que ce soit, de première ligne en qualif. Non, on a eu un double top 10 de la part de Yamaha à Aragon. Très belle course d'Alex Rins, notamment dans ses derniers tours, avec une belle gestion des pneumatiques et de la moto et une très belle course de Fabio Quartararo devant en bataille avec Francesco Bagnaia. Donc voilà, on a eu une très belle course à Aragon pour les pilotes Yamaha. Mis à part ça, côté Rins, c'est vrai que c'est plus compliqué. De l'autre côté, on a un Fabio Quartararo qui m'a épaté. Pour moi, la meilleure saison de Fabio Quartararo depuis qu'il est arrivé en MotoGP. Alors dans les résultats, ça ne se retranscrit pas, car en termes de résultats, c'est la pire saison de Fabio Quartararo depuis qu'il est arrivé en MotoGP. Mais pour moi, en termes de performance, de ce qu'il nous a montré, que ce soit même dans la communication ou sur le circuit, Fabio Quartararo a été au top. Alors si on parle de statistiques vite fait pour Fabio Quartararo, quelques chiffres marquants, peut-être pas, mais quelques chiffres pour résumer cette saison. On est à 9 Q2 tout de même, 2 top 5 en course sprint et 1 top 6 en course principale. Pas un seul podium. Alors on a eu Jerez, voilà Jerez. On était sur le point d'avoir une moto japonaise sur un podium. Malheureusement, vous connaissez l'histoire. Et puis voilà, c'est fini pour Yamaha. Dites-moi ce que vous avez pensé du résumé, du bilan de ces constructeurs japonais. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Honda, de la saison de Yamaha? Grand Fabio Quartararo, très grand Johann Zarco aussi, deux pilotes qui ont su exploiter, plus qu'exploiter même, tout le potentiel de leur machine. Et un Fabio Quartararo qui a vraiment su tirer un constructeur qui n'a que 2 motos, qui était en plus dans une espèce de phase, non pas d'abandon, mais de stagnation, pas vraiment de grosses upgrades qui étaient prévues ou en amélioration. Et Fabio Quartararo, avec de bons résultats, en faisant le forcing auprès des dirigeants de chez Yamaha, a réussi à remettre un peu de motivation, j'ai l'impression, au sein du projet. L'année prochaine, on part quand même avec une deuxième équipe, une écurie satellite avec des pilotes expérimentés. On a toujours Rins Quartararo en team principal. Il y a un vrai projet avec une vraie équipe qui est championne du monde en titre, qui arrive chez le constructeur. Donc non, il y a vraiment beaucoup de choses. Yamaha, ça revit cette saison 2024. On peut dire que c'était un passage à vide. C'est dommage, ça fait perdre un an à Fabio. Mais là, j'ai l'impression qu'on repart sur quelque chose avec le V4 qui, bon, une fois j'entends des bonnes choses, une fois j'entends que le projet est terminé pour le V4. Donc on ne sait pas. En tout cas, hâte de voir ça, hâte de découvrir les motos japonaises l'année prochaine. Et j'espère que le Japon va revenir un peu plus haut. Et pourquoi pas même une arrivée de Suzuki 2025-2026, pourquoi pas 2027 aussi peut-être. On ne sait pas, on garde ça dans les petits cartons. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé de Honda et de Yamaha en 2024 dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, c'était Théo. Ciao, ciao.